Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui en ligne et en présentiel pour une conférence dans le cadre des conférences IPSA demain de l'IPSA Paris-Libri. Tout d'abord, désolé du retard pour cette conférence qui devait commencer normalement à 15 h. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir M. Christophe Bonnel, qui est ingénieur et expert directeur des lanceurs CNES, le Centre national des études spatiales, qui sera là aujourd'hui pour nous parler des débris spatiaux. Et donc aujourd'hui, cette conférence va durer un format d'1 heure, puis nous aurons à peu près 30 minutes de questions à la fin, des questions que vous pourrez poser sur Teams et en présentiel pour les gens qui sont venus à l'amphithéâtre de Paris. Donc aujourd'hui, nous allons parler des débris spatiaux comme mentionné précédemment. Nous avons des débris spatiaux depuis 1957, depuis le lancement de Sputnik. Nous avons à peu près une masse totale orbitale de 8800 tonnes. Et donc, ces débris linéaires nuisent totalement au bon fonctionnement des applications spatiales que nous avons aujourd'hui, comme par exemple la télécommunication, pour ne citer qu'un seul exemple. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir dans un premier temps, c'est quelle est la situation actuelle, comment catégorisons-nous un débris, qu'est-ce qu'un débris spatial. Et ensuite, nous verrons aussi les solutions que nous avons, qui sont innovantes et que nous avons développées afin de nettoyer l'espace, et aussi les règles et normes qui régissent les lancements à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, désormais, je vais laisser la parole à M. Christophe Bonnel. Ok, bon. Donc, merci beaucoup. Très, très belle intro. Je crois que j'ai compris que je suis à une distance qui me permet de ne pas avoir de masque, ce qui est quand même plus sympa. Merci. Je vous propose de passer. Je propose de regarder. Donc, effectivement, on va passer un peu sur le nombre d'objets en orbite. Passer sur les événements redoutés, qu'est-ce qu'on craint, pourquoi est-ce que ça pose un problème, quels sont les types de problèmes qu'on rencontre, et évidemment, que peut-on faire, quelles sont les actions potentielles là-dessus, et quelques mots de conclusion. Donc le premier, avant tout, juste pour garder un peu en tête les enjeux de tout ça. Il faut bien garder en tête, mais vous êtes probablement ici tous bien au courant, le spatial est absolument indispensable à notre vie quotidienne. C'est absolument fondamental, c'est stratégique, au sens stratégique, définition du mot, avec notamment 3 grands domaines d'application principaux. Tout ce qui est développement durable, support à la décision, voilà une photo par exemple de la pollution générée par Fukushima dans le Pacifique. Il est clair que par exemple au moment de la COP 21, on avait vu que tout le climat terrestre est géré par à peu près 50 paramètres. Donc des températures, des vitesses de vent, des salinités, des trucs comme ça. Sur les 59, il y en a 29 qui ne sont accessibles que depuis l'espace. Il est clair que si vous voulez la température d'un océan, vous n'allez pas planter un thermomètre tous les mètres. Deuxième grand domaine, c'est tout ce qui est science, contribution fondamentale aux recherches. Et je suis ravi de voir que vous travaillez beaucoup sur Kéops et les exoplanètes et tout, c'est super. Voilà. Troisième truc, c'est tout ce qu'on appelle information et mobilité, connecter les gens ensemble. Donc c'est vraiment tout ce qui est télécommunication, positionnement, navigation, observation de la Terre, défense. Ici, je manque jamais d'oublier de rappeler l'exemple de Cosmas-Sarsat. Personne n'en a jamais entendu parler. C'est quoi? C'est trois petits satellites en coopération internationale qui circulent au-dessus de nos têtes et qui sont capables de détecter quand on a un problème, genre on chavire au milieu de l'océan, hop, on appuie sur la balise et on a récupéré en triangulation 1, 2, 3, on sait où on est, on sait où vous êtes, on vient vous chercher et à ce jour, le système a sauvé 40 000 vies. Donc voilà le genre d'application quotidienne, stratégique, dont personne ne se rend jamais compte au niveau du public et qui est absolument fondamentale. Donc l'utilisation de l'espace est omniprésente, vitale et malheureusement, sa pérennité est menacée. Donc, sa pérennité est menacée à cause de la prolifération des débris spatiaux. Donc, c'est quoi ces débris spatiaux? Ça date, comme tu l'as dit, ça date depuis 1957. On les a eus depuis le début. Voilà une petite vidéo qui montre le lancement de Sputnik, 4 octobre 1957. Donc, Sputnik faisait 84 kg, la petite boule ici. Par contre, sur la même orbite, il y avait tout l'étage central de la Zemliorka, il y avait même une petite coiffe protectrice qui faisait une centaine de kilos. Pour la petite histoire, les gens qui faisaient à l'époque des soirées d'observation de Sputnik, les Sputnik parties,
en fait, ils ne voyaient jamais le satellite. Ce qu'ils voyaient, c'était évidemment l'étage. Donc, dès la première mission, il y avait 6 tonnes 5 de débris, 6 tonnes 6 de débris pour juste 84 kg de charge utile. Donc ça, première leçon qu'on retient, c'est on n'est pas capable de faire des missions, d'envoyer des satellites utiles sans envoyer plein de cochonneries avec. Et ça, c'était vrai en 57, c'est toujours vrai aujourd'hui. Si on pousse un petit peu plus loin, en plus, c'est Sputnik, donc il avait des batteries de bagnole à l'intérieur pour faire son bip-bip, et les batteries sont mortes au bout de 21 jours. Par contre, Sputnik est resté en orbite 72 jours de plus avant de rentrer dans l'atmosphère. Donc même là, pendant les 3/4 de sa vie, Sputnik a été un débris orbital. Et donc là, bon, c'est pas très sympa pour Sputnik, mais là-dedans, on voit déjà le schéma global de création des débris. C'est les vieux satellites hors d'usage qu'on a laissés là-haut, les étages supérieurs de lanceurs qu'on a laissés là-haut, et ce qu'on appelle les débris issus des opérations, par exemple la coiffe, des sangles, des capots. Par exemple, quand on lance un télescope, naturellement, on a un cache sur l'optique pour toute la partie atmosphérique. Et quand on est en orbite, le premier truc qu'on fait, c'est on s'en débarrasse. Et si on n'y prend pas garde, le cache, il est sur la même orbite que le télescope, et évidemment, il ne sert à rien. Donc cette notion de servir à rien, c'est ça la définition du débris. Un débris spatial, donc ou un débris orbital, c'est strictement synonyme. Un débris spatial, c'est donc un objet artificiel, non fonctionnel, qui ne sert plus à rien. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas tout à fait le temps, mais rien que cette notion de non fonctionnel est très, très critiquable. Ça veut dire quoi, non fonctionnel? Okay. Donc on est en train de travailler un peu là-dessus. Mais... Ok, donc encore aujourd'hui, c'est vraiment les mêmes schémas de génération de débris. Si on regarde un peu, là, c'est des planches qui viennent de la NASA, on voit la Terre d'un peu plus loin. Et les petits points blancs ici, ce n'est pas des points mis au hasard, c'est les objets catalogués. Alors un objet catalogué, c'est un objet qui est suffisamment gros pour être suivi par un radar ou un télescope. Et donc suivi, ça veut dire dont on est capable de déterminer l'orbite avec suffisamment de précision pour finalement être capable de dire où il sera le lendemain et autres. C'est un catalogue public, j'en donne l'adresse un peu après, c'est un catalogue public qui contient la totalité des objets suffisamment gros pour être catalogués. Donc ça, ces objets, typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 10 cm dans les orbites basses ou 1 mètre en orbite géostationnaire. C'est vraiment un ordre de grandeur, hein, parce que par exemple, si vous avez des petits dipôles électriques, même tout petits, ça, ils marchent vachement bien sur les radars. On les voit très très bien. Par contre, vous pouvez avoir des plaques de protection thermique amorphes d'1 mètre à 1 mètre carré, vous ne les voyez pas au radar. Hein. Pareil en optique. Au niveau optique, si l'albédo est très très bon, si vous avez un petit miroir, vous le verrez très bien. Si vous avez un gros morceau de charbon, vous ne le verrez pas. Donc le 10 cm, il faut s'en méfier un peu, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça, c'était en 1960, puis on passait en 70, 80, on voit qu'il y en a un petit peu plus déjà, 90, 2000, 2010, 2020. Donc vous noterez que j'ai été obligé de changer la taille des points, parce que sinon on ne voit plus rien. Donc c'est tout bête, c'est le... Donc là, on voit qu'il y a, globalement, il y a 2 grandes zones orbitales. La zone qu'on appelle la zone LEO, Low Earth Orbit, les orbites basses, ça va jusqu'à 1500 ou 2000 km d'altitude, où là, on a l'impression d'une répartition plus ou moins isotropique. En fait, quand on y prend bien garde, on voit qu'il y en a plus un peu au niveau des pôles, ce qui témoigne du fait que les objets, c'est fondamentalement des objets qui se déplacent nord-sud, sud-nord. Hein, okay, donc on a vraiment beaucoup d'objets qui sont en polaire ou assimilés. Deuxième truc, c'est l'orbite géostationnaire. Donc je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler ce qu'est l'orbite géostationnaire, à 35 786 km circulaires juste au-dessus de l'équateur et qui bouge en même temps que la Terre, très utile. Ça avait été théorisé par Tsiolkovsky, puis après popularisé par... ouais, voilà, ça va me revenir. Ok, et donc là, cette orbite-là, c'est donc l'ensemble de tous les objets... oui, Clark, Arthur C. Clarke, bien sûr. L'ensemble de tous les objets en géostationnaire. Par contre, il y a un truc qui est important de retenir, c'est qu'un objet en géostationnaire, il n'est pas stable. C'est-à-dire, si vous le lâchez et que vous ne le contrôlez pas, il va commencer à bouger et à faire des 8. Hein, donc un fort déplacement nord-sud, qui peut atteindre 18 degrés,
plus un déplacement à est-ouest de l'ordre de 5 degrés, dû aux perturbations gravitationnelles Lune-Soleil, dû à la pression de radiation solaire et dû à la forme du géoïde terrestre. Et donc c'est ça qui explique que on a plein de trucs. Tout ça, c'est des vieux satellites géostationnaires qu'on a lâchés là-haut et qui ont pris leur liberté et qui finalement encombrent pas mal cette zone-là. Ok, donc 2 zones, Léo, Géo. Si on regarde un peu, alors maintenant quelques chiffres, quelques statistiques, grosso modo, on estime qu'il y a 34 000 objets de plus de la taille du point dans l'espace. Évidemment, le nombre dépend de la taille qu'on regarde. Hein, donc, sur ces 34 000, on en avait hier 22 398 dans le catalogue, dont je rappelle l'adresse ici. Okay. Donc déjà, il y a une différence assez significative entre les deux. Primo, parce que le catalogue, il n'y a pas les objets militaires. Et ça, des objets militaires américains, pas les objets militaires français, par exemple. Hein, secondo, il y a également des objets qu'on catalogue le lundi, le mardi, le mercredi. Mais par exemple, le jeudi, ils ont bougé un peu, on ne les voit plus. Donc ils disparaissent. On sait qu'ils y sont. Ils ne sont plus catalogués. Et puis on les récupère quelques semaines après en disant lui, ça doit être lui. Hein, et donc on le remet dans le catalogue. Donc il y a à peu près 10 000, 11 000 objets gros, non catalogués, on ne sait pas où ils sont. Hein, ça fait quand même 30%. Hein. Dans ces objets catalogués, il y a à peu près 15% de satellites actifs. Je le cite ici aussi. Donc il y en a, le recensement exact, d'après l'Union des Concerned Scientists, 560 en orbite géostationnaire. Ça fait 1 tous les 500 km à peu près en orbite géostationnaire en moyenne. 1 degré en orbite géostationnaire, c'est 750 km. Donc là, ça ferait 1 tous les 400 km. 2600 en orbite basse. Là, il faut se dépêcher de les compter, parce que chaque jour, il y en a de plus en plus, évidemment. 139 sur les orbites GNSS, donc les Galileo, GPS, Beidou Compass, GLONASS russe. Puis 59 ailleurs, les Molniya, puis des orbites un peu exotiques. Puis évidemment, quand on descend en taille, il y en a beaucoup plus. On estime qu'il y en a, alors là, ça devient du statistique, ce n'est plus dans les catalogues. On estime qu'il y a 900 000 débris de plus de 1 cm, 130 millions de débris de plus de 1 mm. Oui, une masse totale donc de 8800 tonnes. J'ai mis, c'est comparable à la Tour Eiffel. Donc il faut imaginer la Tour Eiffel répartie en petits shrapnels au-dessus de nos têtes. Hein, Ce qui est très important de retenir, premier message fort, c'est que l'espace est infiniment vide. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte que même avec des chiffres, même avec des nombres aussi élevés que ça, bon, il n'y a que 20 objets à un instant donné au-dessus de la France, par exemple. Donc ça veut dire 20 objets de la taille du point, ça veut dire qu'il y en a 1 tous les 5 départements. Bon, ok. Donc par exemple, la question classique qui est mais si je lance une mission vers Mars, est-ce que je ne vais pas être explosé pendant le passage des ceintures de débris? Non, aucun risque. Hein. Je me suis amusé par exemple à calculer le volume occupé par les débris dans cette coque-là. Okay, donc, et j'ai fait le rapport entre le volume occupé par les débris et le volume de cette coque, jusqu'à 1500 km d'altitude. Et c'est le même que 2 bouteilles de Coca-Cola larguées dans la Méditerranée. Okay, donc, c'est pas beaucoup. Donc, on retient, on a 8800 tonnes, qui est très très faible, au-dessus de nos têtes, et qui présente fondamentalement 3 problèmes. Premièrement, quand ils sont là-haut, ils y sont pour longtemps. Un objet à 800 km d'altitude est là-haut pour 200 ans. Un objet à 1000 km d'altitude y est pour 1000 ans. Secondo, ils sont en orbite, donc ils se déplacent à vitesse orbitale, donc dans les 7,5 ou 7 km par seconde, 30 000 km à l'heure. Et donc ça veut dire qu'on va intégrer pendant 1000 ans, on va intégrer 30 000 km à l'heure. Évidemment, ça fait du chemin. Donc là, du coup, la probabilité d'avoir une collision, elle est nulle d'ici demain, mais par contre, si vous l'intégrez sur la durée de vie de votre objet sur 200 ans ou 500 ans ou autre, là, elle s'approche de 1. Okay, et donc ça, vraiment, le problème qu'on a au niveau des collisions, c'est un problème à long terme. C'est vraiment le fait que la situation, on a des collisions rarement, mais par contre, on est sûr de les avoir, parce que la durée de vie est telle qu'on finira par les avoir. Si par hasard, ils ne sont pas détruits par une collision, alors on se les paye sur Terre. C'est-à-dire ils rentrent, on va le voir un peu après, et donc ils peuvent faire courir un risque aux populations sur Terre.
Voilà les trois problèmes. Bon, ça, bon, vous avez les planches, hein, donc vous pourrez les étudier à tête reposée. C'est une autre façon de présenter la densité spatiale en fonction de l'altitude et de la déclinaison. Et là, vous avez le nombre ou une densité. Il y a également un autre diagramme qui est sympa, c'est de présenter l'inclinaison des objets en fonction de leur altitude. Et donc quand on commence à regarder un peu finement, par exemple, ben là on voit une bande à 7 degrés, 5 degrés, c'est Kourou. 28 degrés 5, ben voilà, ben on voit Kennedy et Cap Canaveral. On voit le 51 degrés 6 de Baïkonour, on voit le 64 degrés de Plesetsk. Okay. Verticalement, par contre, ben on voit là toute la bande dont je vous avais parlé des orbites basses, qui vont jusqu'à des très hautes inclinaisons. Là, 145 degrés, c'est Palmachine, c'est en Israël. Pour tirer d'Israël, les Israéliens, pour ne pas tirer du mauvais côté, ils tirent au-dessus de la Méditerranée. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'avoir des orbites rétrogrades, fortement rétrogrades, donc à 145 degrés. C'est ça qui explique qu'on a ces points-là. Et si tout ce paquet-là, c'est le paquet qu'on appelle l'héliosynchrone. Après, qu'est-ce qu'on peut raconter? Ben ça, évidemment, ça, c'est les géostationnaires. Si on regarde maintenant un peu comment ça a évolué dans le temps, depuis Sputnik, ça, c'est la masse en orbite. Alors, ben, c'est facile, hein, la courbe est assez droite. Voilà. Pour les puristes, vous noterez qu'il y a des petits zigouigouis ici un peu partout. C'est facile, c'est chaque fois qu'on compte une navette qui montait, 100 tonnes, et qui redescendait, moins 100 tonnes. Donc ça donne les petits allers-retours comme ça. Ici, sinon, on a la rentrée de la station Skylab, la rentrée de... Ben ça doit être Mir. Hein, voilà, donc on a quelques grands événements comme ça, mais sinon, globalement, on a juste continué à ajouter de la masse. Et ça, c'est un peu étonnant, parce que primo, on est un peu étonné de cette courbe-là, quand on voit, par exemple, le nombre de vols orbitaux réussis à travers les âges. Et ici, ça, c'est... donc on a eu un maximum, c'était en 62, je crois, on est monté à 142 vols réussis dans l'année. Et puis après, on a eu un minimum historique en 2005, on est descendu à 52. Donc heureusement, les affaires ont repris depuis. Mais vous voyez, cette tendance comme ça, on ne la retrouve absolument pas là. Donc, secondo, ce qui est un peu étonnant également, c'est, bon, je vais revenir abondamment dessus après, mais on a toute une réglementation internationale qui s'est mise en place depuis 1995. Et donc, patiemment, on a mis plein de trucs en disant il ne faut pas polluer, il faut redescendre, il faut vider les poubelles, il ne faut pas exploser en orbite, etc. Ben, 95, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, ça continue à monter comme si de rien n'était. Si on regarde, ça, c'est le même type de courbe, mais là, c'est plus les masses, là, c'est le nombre d'objets. Donc, si on regarde le nombre d'objets, on voit qu'on a bien monté. Alors, chaque fois qu'on a une petite montée comme ça verticale, c'est un étage qui a explosé en orbite. Un étage qui a explosé, un étage ou un satellite qui a explosé, ou une collision, et qui donc, soudain, a rajouté un paquet de débris. Un exemple fameux, c'est le H8, qui était le 3e étage de la fusée Ariane 1, le vol 16, V16, qui avait servi à placer en orbite le satellite Spot 1, en février 86. Donc, mission parfaite, super, Spot 1 marchait très bien, champagne et tout, etc. Et 9 mois après, donc en novembre, l'étage a explosé en faisant 700 gros débris. Et là, on s'est rendu compte, en fait, que juste après le lancement, il y avait encore des ergols à l'intérieur, il y avait encore du carburant à l'intérieur, mais toutes les vannes étaient bien fermées et tout, ce qui fait que le carburant était piégé à l'intérieur de l'étage. Au fur et à mesure, la protection thermique sur l'étage s'est cyclée, a disparu, et l'étage a commencé à chauffer sérieusement face au soleil. Alors évidemment, c'était fonction, ça a mis un moment, parce que c'était fonction de l'orientation par rapport au soleil, mais à un moment, ben, le soleil l'éclairait bien, ça a fait un effet de cocotte minute, montée en pression, blam. Et ça, c'était, pour la petite histoire, les Américains sont venus nous voir à ce moment-là, en nous disant, ben, c'est pas bien, mais vous savez, ça nous est arrivé, tout ça, c'est des deltas, des atlas et tout, donc c'est quelque chose de classique. Il faut modifier l'étage pour le passiver, c'est-à-dire annihiler toute énergie interne, dont notamment se débarrasser des ergols résiduels à l'intérieur de l'étage.
hein, donc modifier, rajouter des vannes et tout. Nous, on les a reçus de très haut en disant, ouais, il n'y a pas de texte international là-dessus, il n'y a pas de législation, c'était un épiphénomène, ça ne réarrivera jamais. Donc on a fait la une du Washington Post, du je sais plus quoi, ces salauds d'Européens qui polluent l'espace. Le surlendemain, on avait le groupe de travail ESA, CNES, Arianespace pour modifier l'étage. Et depuis, on n'a jamais réexplosé. C'est important, parce que quand on parle de tout ce qui est, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme législation et tout, la réponse est non, il n'y a pas de législation. Rêvez pas, on ne sait pas faire. On ne sait le faire que quand ça nous intéresse. Quand on voit qu'on est planté par les Américains, au niveau, quand on arrive, on essaie de faire une Ariane bien commerciale, et ça nous a joué des tours, donc évidemment, là, on a décidé d'agir. Sinon, il y a eu le HAPS Pegasus XL, qui était célèbre, 800 débris, alors que c'était un tout petit réservoir, dans lequel il y avait 5 kg d'hydrazine résiduelle, non passivée, qui était impacté par un débris, blam, voilà. Il y a eu un exemple malheureusement très fameux qui est un armement anti-satellite chinois. Les militaires chinois ont tiré sur un de leurs vieux satellites météo, Fengyun 1C. Alors au niveau technique, remarquable, hein, parce que donc ils ont tiré depuis le sol. Fengyun 1C, il passait à 30 000 km/h, donc, et ils ont touché une cible qui faisait 40 sur 40. Donc il faut le faire bien, quoi. Le truc, par contre, qui n'était pas génial, c'est Fengyun était à 800 km d'altitude, et c'est l'orbite la plus précieuse dont on dispose aujourd'hui, l'orbite de tous les satellites d'observation et tout. Et donc là, ils l'ont pollué très durablement. Encore aujourd'hui, on a tous les jours des alertes collision avec des débris de Fengyun 1C. Enfin, donc, il y a eu la collision sur laquelle je reviendrai un peu après, Iridium 33, Cosmos 2251, avec 3500 nouveaux débris. On va y revenir dessus après. Et puis, on voit, donc globalement, on avait 200 par an, 220 par an, jusque-là. Les plus optimistes peuvent même dire que la dérivée seconde était négative. On se rassure comme on peut. Et puis là, 1000 ou 1200 par an. Bon, et ça, c'est fondamentalement ça, c'est Starlink. C'est-à-dire, c'est pas en train de diminuer. Bon, là, vous avez un tableau qui ne présente pas forcément énormément d'intérêt, mais qui montre le nombre d'objets catalogués par pays. Donc, vous avez deux grandes zones, ce qui est en orbite et ce qui est déjà rentré. Okay, ce qui est en orbite, on distingue donc les satellites, les éléments de lanceur et les débris, plus le total. Attention au niveau des satellites, c'est tout satellite, c'est-à-dire vivant ou mort. Okay. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant là-dedans, juste, c'est il y a 3 pays, USA, ex-URSS, Chine. À eux 3, ils font 95%, 93%. Okay. Le 4e pays le plus gros, Cocorico, c'est nous, avec 2,6% des objets. Donc retenez bien en tête que quelque part, on s'y intéresse beaucoup, les Européens sont très proactifs et tout. J'avais encore ce matin une conf avec des Genevois qui voulaient que vraiment Genève devienne le centre d'excellence et tout. Donc je leur ai rappelé que la Suisse, ils sont... Mais non, mais ça fait 4 fois que je le coupe, ça fait beaucoup. La Suisse n'est même pas dans le tableau, quoi, hein, donc bon, c'est pas... Donc vraiment, la problématique des débris, c'est Russie, Chine, États-Unis. Ici, vous avez par exemple le camembert sur ce que ça représente juste en orbite basse, juste les débris et les étages supérieurs. Donc vous voyez là, le reste du monde, c'est 2%. Pour la petite histoire, quand j'ai montré ça à mes amis russes, en disant, bon, quand même, il faudrait qu'on se bouge, il y a quelque chose à faire, ils ont dit, ah mais ça, c'est pas la Russie, c'est l'Union soviétique, c'est pas nous. Voilà. Puis après, quand je leur ai dit, bon, ok, on peut jouer sur les mots, mais en fait, bon, il y a quand même énormément de débris. Ils ont dit, non, c'est pas des débris, c'est des objets, on s'en sert pour calibrer nos télescopes et nos radars, donc ils ont une fonction, donc c'est pas des débris. Voilà. Okay, donc, après, les négociations, ça devient plus dur. Qu'est-ce qu'on redoute? Premier phénomène redouté, ça retombe. Les objets en orbite basse finissent par retomber sur Terre. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'altitude à laquelle on se trouve, il y a jusqu'à 2000 km, évidemment pas au-dessus, mais jusqu'à 2000 km, il y a un petit peu d'atmosphère résiduelle.
Hein, l'atmosphère varie comme une exponentielle négative en fonction de l'altitude. Okay, donc, quand vous avez un peu d'atmosphère et vous vous déplacez dedans, vous créez une pression dynamique, hein, le 1,5 ρ V2, hein, la pression qui s'exerce sur votre main en voiture quand vous passez la main par la fenêtre. Mais ça, je pense que vous connaissez bien. En mécanique spatiale, on montre que quand on freine, on descend. D'ailleurs, je crois même que je me suis dit que j'avais affaire à des bons, donc je vous ai même mis toutes les équations. Voilà. Donc vous pourrez jouer avec. Et donc ça veut dire que tout objet jusqu'à 2000 km d'altitude à peu près est irrémédiablement engagé dans une spirale qui en plus va de plus en plus vite. Voilà l'équation de la spirale, qui va de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle tombe dans les hautes couches de l'atmosphère. Okay. Ça veut dire que les objets finissent par rentrer. Alors naturellement, les satellites actifs, non, parce que les satellites actifs, on les rebooste une fois de temps en temps, de manière à les forcer, c'est ce qu'on appelle le maintien à poste, de manière à les forcer à rester sur leur orbite opérationnelle. Mais les autres, ceux qui sont morts ou dont on ne s'occupe pas, ou bien des CubeSats par exemple, ils descendent irrémédiablement. Ça veut dire qu'on a un objet de 10 cm qui rentre chaque jour, et surtout on a plus de 2 objets intègres, des vieux satellites ou des vieux étages qui rentrent chaque semaine. Donc ça, je veux bien que vous vous rendiez compte, on a un étage supérieur ou un satellite entier qui rentre tous les 3 jours sur Terre. Hein, c'est pas une fois tous les 36 000. On en a pas mal entendu parler quand il y avait un étage chinois qui rentrait il n'y a pas très longtemps, mais c'était de la désinformation, c'est juste parce que les gens adoraient taper sur les Chinois, c'est tout. Mais en réalité, des événements comme ça, on en a tout le temps. Hein, vous avez ici la statistique du nombre d'objets qui sont rentrés en fonction des années. Ah, vous voyez là, 2020, on en avait 154, je crois. J'ai écrit. Mais... Alors, ces objets, ils rentrent. Qu'est-ce qui leur arrive? À haute altitude, ils commencent d'abord par se fragmenter, grâce à la pression dynamique. Donc ça, ils se fragmentent. Par exemple, les panneaux solaires commencent à lâcher. C'est des trucs qui arrivent vers 85, 80, 75 km d'altitude. Okay, et donc, on a des morceaux, des fragments. On a libéré les morceaux qui étaient lâchement attachés au reste. Hein, okay, les fontaines et tout. Puis après, c'est quand on a ces break-ups, ces fragmentations, alors intervient le flux thermique. Le flux thermique, il est proportionnel à la vitesse puissance 3,15. Et là, donc ça fait un échauffement plus bas. On est dans les 65, 60, 55 km d'altitude et ça chauffe méchamment. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on monte à 1400 degrés Celsius, par exemple. Donc ça fond bien. Voilà un exemple de rentrée. Alors ça, c'est une longue marchette. Vous allez voir, donc on est juste sur la phase de fragmentation, échauffement. Là, ça c'est Los Angeles. Hein, okay. Et puis pour les puristes, vous reconnaîtrez, mais là il y a trop de lumière, mais on reconnaîtrait bien les étoiles, les constellations derrière. Là, vous voyez les différents éléments qui sont en train de rentrer. En fonction de leur coefficient balistique, rapport surface sur masse, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, et donc ça va générer une dispersion de ces débris à la surface de la Terre. Okay. C'est ça qu'on voit ici. Typiquement, on arrose une zone qui fait au moins 2000 km sur plus ou moins 50 km. Oui, là c'est 70 km. Okay. Et donc ça fond, sauf ce qu'ils ne font pas, notamment les matériaux réfractaires. Le titane, ça survit très bien. Globalement, on estime qu'en fonction de la conception des satellites et étages, on a environ 10 à 40% de la masse qui survit à la rentrée. Je prends un exemple au hasard, mon étage d'Ariane 5 CA, étage supérieur qui fait 5 tonnes, ben je sais qu'il y a 1 tonne 2 qui survit à la rentrée. Et donc qui survit à la rentrée parce que c'est dense, c'est assez gros, c'est bien protégé pendant la rentrée et tout. Et donc ça va impacter la surface du globe. Heureusement, la surface du globe, c'est 71% d'océans, de mer, etc., plus 10% de savane, désert, plus, que sais-je, les calottes glaciaires, etc. Plus, en fait, globalement, il n'y a que 3%, c'est très faible, mais je l'ai vérifié plein de fois, il n'y a que 3% de la surface de la Terre qui est densément peuplée. Hein, donc heureusement, ça veut dire qu'à ce jour, on n'a jamais eu de victimes recensées. Nos modèles, statistiquement, montrent qu'on aurait dû en avoir.
Mais nos modèles montrent également qu'on a dû en avoir un ou deux, peut-être trois. Donc c'est toujours l'exemple que je prends du paysan en Mongolie qu'on a retrouvé mort dans un champ un matin. Personne ne sait pourquoi et personne n'a fait gaffe au morceau de tôle qui est à côté de lui, quoi. Voilà. Donc là, évidemment, ou bien c'est un mort à Cuba, et puis Cuba se dit, ou à l'époque, Cuba se dit, oh là, mais c'est probablement des débris soviétiques, donc je dis rien, voilà, etc., etc. Donc il est très probable qu'on n'a pas eu l'information. Alors l'énorme inconvénient là-dedans, c'est qu'on ne sait pas où ça va retomber. On sait vaguement quand, mais on ne sait pas où. Pourquoi ? La retombée, comme je l'ai dit, donc c'est fonction fondamentalement de la pression dynamique, donc j'ai de la traînée, pardon, 1,5 de 0SV2. Bien. C, coefficient de traînée. Je ne sais pas bien, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est en train de tourner? On a des ordres de grandeur. Quand on rentre vraiment dans les détails des coefficients de traînée, on voit que c'est assez compliqué. Ça peut dépendre de la couleur, de la température de l'objet. C'est des traînées qui sont différentes suivant les altitudes. Voilà. C'est ρ. ρ, c'est l'enfer. La densité de l'air, fonction de l'altitude dans les hautes couches, ça varie d'un facteur 1 à 5, notamment par exemple avec l'activité solaire. Là, et on est très fort pour dire à quoi ressemblait le Soleil hier. On ne sait pas dire quelle sera son activité demain. Et ça a un effet de gonflement-dégonflement de l'atmosphère terrestre qui est terrible à modéliser. Donc 1,5 de C, ρ, S mètre couple. Alors mettons qu'on est en orbite complètement, qu'il n'y a pas de traînée, bon, c'est facile, on peut calculer une stabilisation gravitationnelle. Dès qu'on commence à toucher les hautes couches de l'atmosphère, on va se mettre à tournoyer, on va se mettre à avoir une variation du coefficient du mètre couple à la surface. Donc ça veut dire le produit de tant d'incertitudes, ben, ça fait qu'on est complètement dans les choux. Et aujourd'hui, ce qu'on estime, c'est 10 jours avant la rentrée, on a une précision qui est grosso modo de 10% du temps résiduel avant de la rentrée. C'est-à-dire, je regarde mon catalogue, je regarde mes infos, je vois, bah, lui, tel objet, il a des chances de rentrer dans 10 jours. 10 jours, plus ou moins un jour. Un jour, 14 orbites. Okay, donc ça veut dire que je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il va tomber dans 14 jours, dans 10 jours. La veille de la rentrée, un jour avant, là je peux dire, parce que j'ai suivi l'évolution du périgée et tout, je peux dire, ah bah, il va rentrer dans 24 heures, plus ou moins 2 heures. 2 heures, c'est plus ou moins 60 000 km. Et ça c'est terrible, il faut bien comprendre, ça c'est un de mes soucis perso, hein, c'est je suis un objet, etc. Je vois que la trace... C'est amusant. Bon, ok. Je suis la trace, je vois que l'objet va rentrer demain et que sa trace va survoler Paris. Je ne vais pas évacuer Paris en disant, vous savez, ça va tomber sur Paris à plus ou moins un tour et demi de la Terre près. C'est pas sérieux. Donc, on ne fait rien. Donc, on fait des média training pour expliquer aux médias, si ça se passe mal, que vraiment, d'ailleurs, c'était les médias qui m'appelaient, que vraiment, on est désolé, on a fait tout pour, mais on ne pouvait pas prévoir et tout. Donc, des entraînements pour répondre à ça, mais c'est tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment bien comprendre qu'on est dans une situation d'épée de Damoclès qui est terrible. Bon, éteindre. Super, voilà. On est dans une situation d'épée de Damoclès qui fait, et on n'a aucune perspective pour améliorer ça à court terme. Même si on bardait la Terre de radars, dans le meilleur des cas, on aurait, si on était pile au bon moment, au moment de la rentrée, on a un quart d'heure pour réagir. Donc un quart d'heure pour évacuer Paris, c'est pas facile. Donc ça, c'est vraiment notre gros problème. Et des objets, on en récupère plein. Attendez, je vais essayer de venir. Voilà quelques exemples du bestiaire, mais croyez-moi, il y a des catalogues entiers, il y a des centaines d'objets de ce genre-là qui sont rentrés. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un réservoir de Falcon 9. Alors ça, pour les puristes, c'est sympa parce que c'est ITAR, c'est-à-dire c'est top secret, complètement protégé. Mais donc ça a été récupéré, il a démoli une cabane en Indonésie. Le même a bousillé un toit au Mexique, je crois. Et ça, c'est même l'ordinateur de bord de Falcon 9. Alors bon, il n'est pas en très bon état, mais croyez-moi, ça permet déjà de voir, par exemple, que toutes les fonctions sont tripliquées, ce qu'on ne savait pas. Donc on a les détails des connecteurs et tout, et ça, à nouveau, bon, voilà le genre d'objets qu'on récupère. On a récupéré un gros étage. Non, attendez.
un gros étage de Delta 2, fait 250 kg en acier inox. Lui, il est retombé du côté de Houston. Et puis, on a récupéré à peu près le même en Namibie. Celui-là, c'est à peu près le même en Mongolie. Là, ça, c'est un réservoir de haute pression, hélium, capacité hélium, d'une Ariane 1 qui a passé 19 ans dans l'espace avant de retomber dans le jardin d'une brave dame en Ouganda. Okay, donc, en Ouganda, donc elle a porté ça au shérif du coin qui a prévenu la NASA. Et la NASA, mon homologue à la NASA, m'a dit « Christophe, t'as pas perdu un morceau quelque part d'Ariane ?» Moi, non, non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde bien sur la bague ici, il y a écrit Ariane, avec le serial number et tout. Voilà. Donc on l'a récupéré, on l'a analysé, on a fait de la microcristallographie là-dessus, et on a vu qu'on avait au moins une marge de 200 degrés avant que ça commence à fondre. C'est du bon titane. C'était pas directement réutilisable, mais pas loin. J'avais présenté ça au président du CNES, Ben Soussan à l'époque, en lui disant, ben voilà, ça je l'ai devant mon bureau, quoi. Voilà le genre de, voilà ce qu'on appelle un débris. Ah, et c'est à nous? Ah oui, pas de problème. Et on en a combien des comme ça? Oh, 200 en orbite. Ouais. Quelle est la probabilité pour qu'il rentre? Ben 1, facile. Ah ouais. Quelle est la probabilité pour que ça survive? 1. Ouais. Et on sait quand et où ça va rentrer par la moindre idée. Et là, j'avais fini, je l'avais assommé en lui disant, mais par contre, s'il y a une victime, c'est toi qui vas en tôle. Et là, ça l'avait amusé. Bon, bref. Ok, ça c'est le premier domaine. Ces objets, ils finissent par rentrer et à poser des problèmes de protection du public. Deuxième point, c'est les collisions en orbite. Les collisions, l'élément clé dans une collision, c'est évidemment l'énergie de l'impact, hein, en raison de la vitesse relative. Parce que là, on ne parle même plus de 7,5 km par seconde, mais de 2 fois. Et on montre statistiquement que les collisions les plus probables, c'est presque de face. Donc on a un diagramme de distribution des vitesses qui montre que la vitesse la plus probable, c'est 14,5. Hein, donc 14,5 au carré, donc un demi de mv carré avec ça comme vitesse, mais même des tout petits trucs, une bille de 1 mm, hein, c'est une boule de bowling à 100 km à l'heure. Ou bien 1 cm, c'est ma Renault Laguna qui est garée devant la porte à 130 km à l'heure. Donc on ne se rend pas compte. Hein, je vous rappelle, le centimètre, on en a 900 000 comme ça. Le millimètre, on en a 130 000. Donc ce qu'on retient, c'est que même un tout petit débris peut perturber fortement le fonctionnement d'un satellite. Bon, il est clair que si ça traverse le panneau solaire d'un satellite, bon, on a un trou, on perd 5% de puissance électrique, c'est pas forcément catastrophique. Par contre, si ça tape dans l'ordinateur de bord, la mission est fichue. Hein. Donc on a fait énormément de travaux, je crois même que je les ai sur les 2 pages d'après, mais on va tout de suite passer là, sur quelle est la probabilité, quand je lance un nouveau satellite, quelle est la probabilité pour qu'il meure d'un impact de débris. Donc ça, c'est une étude qu'on avait menée en 2012, on ne l'a pas réactualisée, on avait menée avec Onera, sur le satellite Spot 5. On avait pris Spot 5 sans ces panneaux solaires, pour la raison que je viens d'expliquer. Et on avait regardé en fonction du diamètre des objets qui impactent, donc là, de là où vous êtes, vous ne voyez rien, mais là, c'est une échelle log, voilà 1 mètre, 10 cm, 1 cm, 1 mm. Et on regarde quelle est la probabilité de tuer Spot 5 en fonction des tailles. Et donc là, c'est une proba, à nouveau, c'est une échelle logarithmique, c'est toujours commode de faire du log-log, une échelle logarithmique qui montre la proba par an, sur un an, de perdre Spot 5. On voit que 1 mm, bon, c'est bon, on était tranquille, le risque était quand même très abyssal. 1 cm, on commence à être sérieux. 5 cm, 10 cm, le satellite est mort. Et donc quand on intègre ça, on a trouvé que la probabilité de perte du satellite, globalement, c'est de l'ordre de 3 à 5% sur la durée de vie opérationnelle. Donc vous lancez un nouveau satellite, vous avez, à mon avis, au moins 5%, parce que l'étude était faite en 2012, au moins 5% de chance de perdre votre satellite à cause d'un impact de débris. Les collègues de Thales Alenia Space Italie, à Turin, ont fait la même étude en 2013 pour le compte de l'Union européenne, avec un autre satellite, là c'était Sentinel-1, qui est plus petit qu'un Spot 5 et qui a une durée de vie plus limitée, 7,25 ans. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si ça vous intéresse au niveau des questions, mais il y a toute une analyse genre élément fini
et où on a bien regardé élément par élément quelle est la probabilité de perte de la fonction, je ne sais pas, par exemple, système électrique du satellite, donc probabilité 2,8%, okay, et intégré sur l'ensemble de la mission, 4,5% sur sa durée de vie. Okay, donc, retenez en tête que la probabilité de perte d'un satellite liée au débris, c'est la première cause de mortalité d'un satellite. C'est bien plus élevé que la défiabilité du lanceur ou que la défiabilité de conception d'un satellite. C'est 3 ou 4 fois supérieur. Alors après, fondamentalement, il y a quelques catégories de collisions. J'allais dire 4, j'espère que je tombe sur 4. D'abord, les tout petits débris, eux, ils ne posent pas de problème. C'est vraiment les débris de l'ordre de 10 microns et autres. C'est de l'usure des surfaces. Ça peut être gênant pour des miroirs de télescope, mais c'est tout. Okay. Quand on passe à du plus gros, donc du millimètre, je vous l'ai expliqué, okay. Quand on passe à du significativement plus gros, après, toute la question, c'est le rapport entre l'énergie de l'impactant et la taille de notre objet. Secondo, ce qui compte également, de l'objet impacté. Secondo, ce qui compte également, c'est la vitesse d'impact. La vitesse d'impact, finalement, elle peut être subsonique ou supersonique. Supersonique, évidemment, là, le son, la vitesse du son, c'est la vitesse du son dans le matériau, racine de E sur ρ, module Young divisé par la densité, donc c'est de l'ordre de 5 km par seconde. Donc ça veut dire si j'ai un impact à moins de 5 km par seconde, qui est par exemple une collision en géostationnaire, parce que géostationnaire, tout le monde va à peu près dans la même direction, donc les vitesses relatives de collision sont de l'ordre de 500 mètres par seconde. Donc quand on a une collision là-bas, ça veut dire bon, on a de la tôle froissée, on a des gros morceaux qui s'échappent, mais voilà. Par contre, quand vous êtes supersonique, et là, donc là, je parle de 5 km par seconde, alors qu'on peut avoir 15, là, on a une propagation d'ondes de choc à l'intérieur du matériau. Le matériau se comporte comme s'il était liquide. Donc voilà, on impact d'une petite bille de 1 mm dans un pavé de 15 cm d'aluminium. Donc la bille arrivait par là. Il y a de l'éjecta arrière. Il y a même un détachement, à cause de l'onde de choc, il y a même un détachement de la face avant sans qu'il y ait percement. Vous voyez, donc c'est vraiment, on arrive à avoir une fragmentation explosive et un nuage de nouveaux débris dès qu'on a un impact hyper véloce, donc à vitesse supérieure à la vitesse du son, et avec l'énergie qui va bien. Et ça, c'est un truc qu'on a observé plein de fois. Bon, quelques exemples de petits impacts. Alors, on n'a pas beaucoup d'exemples, parce qu'évidemment, on ne récupère pas nos satellites. Donc, on ne peut pas voir s'ils sont bardés d'impacts et autres. Donc, ceux qu'on arrive à voir, c'est les modules de l'ISS. Donc, par exemple, là, le FGB, il y a eu un impact ici de 6 cm. On regardait les fenêtres de la navette. La navette, en moyenne, avait 2 hublots, 5 par mission qui étaient à changer à cause des impacts de débris. Et la navette s'est arrêtée en 2011. Hein, donc, panneau solaire de Hubble, il y avait des beaux petits trous un peu partout. Radiateur de l'ISS. D'ailleurs, ça a mené une mission en abort directement. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont eu la trouille et ils sont revenus atterrir. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai de beau? Puis après, il y a les collisions, la 4e catégorie, les collisions gros. Donc il y a eu une collision célèbre en février 2007, Iridium 33, satellite actif de télécommunications américain, qui a croisé sur sa route un gros vieux débris météo militaire russe, soviétique, Cosmos 2251. Et donc de leur rencontre torride au-dessus de la Sibérie, ça a généré quelque chose comme 3500 gros débris. Alors ça a été un événement qui a été fondamental pour nous, parce que, primo, donc, Iridium 33 était vivant, donc manœuvrant. Donc on leur a demandé, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait un risque de collision? Ils ont répondu, si, mais vous savez, on a 99 satellites comme ça, donc s'il fallait qu'on réagisse à chaque fois qu'il y a une alerte, bon ok, donc on a pris le risque. On leur a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez généré quand même? Là, enfin, c'est vraiment très perturbant, quoi. Et là, ils ont répondu, non, mais vous en faites pas, on a des satellites de rechange. Donc ça, l'affaire est remontée très haut. Alors, à chaque fois que j'arrive à cet endroit de la conf, je me dis qu'il faut que je vérifie qui était le président des États-Unis à cette époque-là, en 2007.
Mais c'est monté aux oreilles du président des États-Unis qui a dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir des phénomènes comme ça. En plus, l'armée américaine s'était vantée de dire ouais, mais nous on l'avait vu, hein, pas de problème, mais nous on est militaires, c'était l'Iridium, c'est une boîte privée, donc on ne va pas aider une boîte privée. Et le président des États-Unis a ordonné le fait que toute information, quelle qu'elle soit, militaire ou pas d'origine relative à des risques de collision, soit systématiquement déclassifiée et rendue publique dans le monde entier. Et donc ça veut dire il y a maintenant les Américains préviennent les Chinois, par exemple, d'un risque de collision entre un objet chinois et un objet soviétique, russe, par exemple. Pourquoi? Parce que cette collision va gêner les satellites américains, bien évidemment. Et donc depuis cet événement, on a une connaissance bien plus importante des risques de collision dans l'espace. Alors ces risques de collision, il y a un truc qui est gênant là-dedans, c'est on peut avoir une augmentation incontrôlée, incontrôlable du nombre d'objets dans l'espace. Donc j'explique qu'on a finalement deux phénomènes antagonistes. On a une génération de nouveaux objets dans l'espace, donc arrivés en orbite, on a les lancements, donc les étages, les satellites, on a des explosions, des résidus d'opération, c'est mes sangles et autres, voilà, et des collisions en orbite. Voilà, tout ça, ça génère des nouveaux objets en orbite. Par contre, on a un certain nettoyage, on a une sortie d'orbite, notamment grâce à l'atmosphère, dont j'ai parlé tout à l'heure, et par des retraits actifs. Par exemple, quand on envoie un Soyouz avec des bipèdes à l'intérieur, généralement, on essaie de récupérer le Soyouz et les bipèdes. Voilà. Donc, ce qui compte, évidemment, le bilan à regarder, c'est 1 moins 2. Et donc, j'ai pris l'exemple de 2020. 1, c'est facile, on a généré 1402 nouveaux objets catalogués. Par contre, on en a sorti 411. Bon, je ne vous fais pas de dessin, on a fait presque 1000 objets. Le bilan a été presque 1000 objets de plus en orbite juste en 2020. Alors maintenant, si on va un tout petit peu plus loin et qu'on pousse le bouchon en disant, bon, je me mets dans un monde idéal. Bon, pas idéal pour la direction des lanceurs, mais un monde idéal dans lequel il n'y a plus aucun lancement. Plus aucun lancement, donc plus d'étages, plus de trucs. On s'est bien débrouillé en plus, il n'y a plus d'explosion du tout. Il n'y a pas de résidus d'opération vu qu'il n'y a plus d'opération. Donc le seul truc qui reste, c'est les collisions. Et là, si la part collision seule, c'est-à-dire la part génération spontanée de débris dans l'espace due à ce qui est déjà là-haut, si cette part seule est supérieure au nettoyage atmosphérique, alors là on accroche une réaction en chaîne qui fait que même si on ne lance plus du tout, le nombre d'objets continue à augmenter de façon exponentielle. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler, du nom de Don Kessler, qui est un très bon copain de la NASA, qui a été le premier à théoriser ça en 78 ou 79, puis quantifié en 92. Ces résultats ont valu la création du bureau débris à la NASA, donc avec le premier standard NASA en 95. Donc bref, il a été vraiment le précurseur qui fait qu'on a commencé à réagir là-dessus. C'est important. Voilà un exemple de simulation faite par la NASA. Donc c'est pas très lisible, mais là c'est un nombre d'objets fonction des années. Et on voit, donc ils ont fait l'hypothèse, ici voilà l'évolution du nombre d'objets dans l'espace. Ça ressemble beaucoup à la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Okay, et je fais l'hypothèse, j'arrête de lancer à partir de 2006. Et je crois même que, j'arrête de lancer à partir de 2006. Oh, très bien, donc ça commence par diminuer. Tout ce qui était fragments dus aux explosions diminue. Tout ce qui était, donc les objets intacts, etc., diminue, sont nettoyés par l'atmosphère. Par contre, les collisions prennent le dessus. Et donc après un vague plateau, ça repart à la hausse. Okay, donc ça, c'est vraiment bien. C'est l'exponentiel, c'est le film Gravity, si vous voulez. Il faut imaginer Gravity était un super film, mais au lieu de durer 1h30, il faut l'imaginer sur 50 ans. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé entre 700 et 1000 km d'altitude. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, j'ai piqué ça tout récemment sur LinkedIn, oui, je ne devrais pas le dire, mais c'est vachement bien fait. C'est ce qu'on appelle les diagrammes de Gabbard. Alors, un diagramme de Gabbard, c'est quoi? C'est on présente apogée et périgée en fonction de la période orbitale. Et à chaque fois qu'on a un événement comme ça, vous allez les voir arriver. Alors bon, en 63, il n'y avait pas trop de trucs encore, mais
Par exemple, on va voir un étage qui explose. Ouais, voilà, là, il y a eu une belle explosion d'étages en orbite. Et donc, ça donne un ensemble de débris, une distribution de débris dans l'espace, périgée, apogée. Et donc, je vais passer significativement plus loin là-dedans. Allez, on va en chercher une belle. Ouais, bon. Voilà les genres de trucs qui nous arrivent. Hein, voilà, donc ça, chacun de ces ciseaux voilà, correspond à une collision en orbite ou une fragmentation en orbite. Et ce qui est intéressant de voir, c'est on voit ici le nettoyage orbital. Vous voyez, tous les trucs là qui sont en train de descendre, c'est effectivement des débris qui disparaissent de l'espace, notamment parce que leur périgée est très bas. Hein. Donc on a bien une espèce de... Enfin, ça fond, mais par contre ça fond, mais pas très vite, parce qu'au fur et à mesure, on re-remplit. Donc voilà, je trouve que c'est assez... Bon, c'est symptomatique, mais... Ok, vous regarderez ça à tête reposée, c'est pas trivial à comprendre. Et là, on peut tomber, donc, alors je suis pas très bon en histogramme, mais j'ai essayé quand même de faire un histogramme. Donc là, vous avez le nombre, fonction de l'altitude, pour 3 dates différentes. En bleu, vous avez 2000. Donc on voyait un pic ici à 800 km, 750 km. Voilà. On est passé après à 2010, rouge. Ah, là, c'est facile. 2010, on est après Fenguin 1C 2007. Fenguin 1C qui a rempli toute cette zone-là, l'anti-satellite russe. Okay. Et on est après Iridium 33, Cosmos 2251 qui a rempli toute cette zone-là. Donc voilà ce qui explique le passage de toute cette zone bleue à la zone rouge. Okay. Puis 2021, ah, surprise, Starlink, Planet Flock, bon, un peu de OneWeb, l'autre. Et donc, ce qui fait très bizarre, en fait, ce qui, moi, me fait très bizarre, c'est, je pense que cette planche-là, je l'ai présentée 1000 fois, hein, mais c'est la première fois que le pic est là, quoi. Jusqu'à maintenant, le centre de la planche, c'est toujours ça, c'est toujours, je dis toujours, regardez, c'est terrible, hein, à 800 km, on a vraiment un pic majeur et tout. Là, plus du tout, il est complètement noyé sous quelque chose comme Starlink. Et encore là, Starlink, il y en avait 961 quand j'ai fait cette planche. Sur 12 000 en première génération, 42 000 en deuxième génération. Donc ça me fait quand même un petit pincement au cœur de me dire que c'est la dernière fois que je présente un histogramme comme ça. Parce que après, ou alors il faudra que je passe en log, ou alors il faudra que je tronque, mais voilà. Donc vous me demandiez quel était le changement par rapport à la conf de 2015. 2015, c'est pas bien vieux, hein. Mais 2015, vous avez peut-être la même planche, mais où là, ben, ce pic-là, il était là. Et puis voilà, c'était vraiment, on avait l'Everest qui était au milieu, à 800 km. Il y a une zone qui est intéressante à regarder. C'est cette ellipse rouge ici. En fait, quand on compare entre 2000 et 2021, le nombre d'objets moyens en 2021 dans cette zone-là a été multiplié par 3,5 par rapport à 2000. Okay. Par contre, quand je regarde ce que c'est comme objet, les satellites actifs ici, 2021, par rapport à 2000, ont diminué d'un facteur 3. Diminué d'un facteur 3, c'est-à-dire on a augmenté d'un facteur 3,5 le nombre de trucs qu'on a là-haut, mais par contre, ils ne servent plus à rien. Ce ne sont que des débris. C'est que du syndrome de Kessler. Voilà. Bon, je suis à la bourre, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action potentielle? On a posé les problèmes, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier truc fondamental, c'est prévoir l'avenir, c'est-à-dire agir vis-à-vis de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Soyons propres. Donc il faut absolument réglementer. Et donc ça, on bosse pour réglementer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme règle? Il y en a une qui est très simple, c'est celle-là. Désorbitation systématique de tout, ou libération quand on est en géostationnaire ou au-delà. Okay, donc ça, c'est la règle dite des parcs nationaux américains. Tout ce qui rentre doit sortir. Ok, très bien. Puis une fois qu'on a dit ça, on se tourne vers nos industriels et autres qui disent « Oh, mais on ne sait pas faire, hein, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop complexe, on n'a pas les technologies, on ne peut pas faire. D'accord avec vous, on va garder ça comme objectif à long terme. » Et donc à court terme, on a 5 grandes règles. La première, c'est évitons de générer des débris en connaissance de cause.
donc de libérer mes fameux capots de télescope et autres. Également interdiction de faire une destruction volontaire. Et on a eu, je crois qu'il y a eu 57 destructions volontaires en orbite à ce jour. Donc, deuxième truc, c'est éviter les explosions en orbite. Je vous citais l'exemple du H10, du H8 de V16. Donc il faut passiver en fin de mission, passiver les étages, les satellites, de manière à éviter les explosions. Troisièmement, on définit 2 zones protégées. La zone Léo, en rouge, ici, jusqu'à 2000 km d'altitude, et la zone Géo, ici, à 36 000 km. Alors 36 000 km, plus ou moins 200 km, plus ou moins 15 degrés, de manière à se libérer un corridor de manœuvre là-haut. Et dans ces 2 zones-là, on dit qu'il est interdit de rester plus de 25 ans. Alors 25 ans, ça peut sembler long. Je vous rappelle que quand on est à 1000 km d'altitude, on y est pour 1000 ans. Donc 25 ans, c'est très bien. Donc on a fait toutes nos simulations, on a usé le soleil pendant 5 ans à faire des comparaisons, est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans et tout. Et 25 ans, ça a été vraiment la négociation qu'on a eue au niveau de l'IADC, je vais en parler. Et ça a été la négociation qui a permis d'avoir un consensus mondial sur le consensus de tous les membres de l'IADC sur cette valeur-là. Pour la petite histoire, c'est toujours intéressant de savoir comment ces trucs-là marchent. J'avais le plaisir d'être le chairman de la commission quand on a décidé ça en 2002. Et en 2002, donc c'était vraiment, on avait ce qu'on appelle les guidelines de l'IADC, qui étaient vraiment la Bible, hein, et où on faisait approuver ligne par ligne, par ligne, par ligne, par phrase. Hein. Et donc chaque phrase, donc je lis la phrase, et puis je fais le tour de l'audience. Il faut savoir, donc, ASI, donc Agence Spatiale Italienne, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ok. BNSC, British, oui, d'accord. Et là, juste avant la réunion, le délégué chinois, qui était un vieux prof adorable, qui ne comprenait pas un mot, mais adorable, qui était venu me voir avec son interprète, qui avait dit, ouais, mais moi, je veux embêter personne, donc tu me fais signe s'il faut que je dise oui ou que je dise non. Ça marchait. Donc quand j'arrive à Chine, oui, il dit, donc je fais signe, il dit oui, ok. Et donc le résultat, ils n'ont jamais respecté cette règle. Et je m'en veux, c'était en 2002, hein, je m'en veux rétrospectivement. Je pense que ça aurait été peut-être mieux de lui expliquer quand même ce qu'il était en train de voter, parce que finalement on a obtenu, c'est important au niveau réglementaire, on a obtenu un consensus, mais nul finalement. Hein, par contre, si on lui avait expliqué, on n'aurait pas eu le consensus, donc on n'était pas plus avancé. Fin de la parenthèse. 4e volet, éviter les collisions quand c'est évitable. Alors c'est une phrase pipeau, ça veut juste dire quand c'est évitable, ça veut dire quand vous savez où sont ceux qui risquent de vous rentrer dedans, et quand vous avez les moyens de manœuvrer, donc de la propulsion à bord, etc. Donc là, par contre, ce qu'on impose, c'est si vous avez de la propulsion à bord, alors, et que vous savez que vous avez un risque de collision, alors prière de manœuvrer. Et enfin, donc, c'est minimiser le risque de victime au sol. Comme je l'avais dit, si vous êtes gros et dangereux, veuillez viser le sud du Pacifique, hein, le point Nemo, au moins vous ne dérangez personne. Ou bien sinon, il y a une activité qui est très très à la mode, qui s'appelle D4D, Design for Demise. Donc sinon, concevez vos étages et vos satellites de manière à ce qu'ils fondent à la rentrée. Hein. Si vous avez le choix entre une sphère en titane ou une sphère en alu, ben prenez l'alu, ça fond bien. Hein. Voilà. Ok, et donc ça, vis-à-vis de ça, on a un très grand nombre de documents applicables. Ça a commencé donc par la NASA en 95, Don Kessler, la JAXA japonais en 97, le CNES en 99. On est passé à l'ONU. Après, quand on était tout fiers avec notre document, on l'a filé à l'ONU, qui l'a étudié pendant 5 ans et qui a pondu ses propres guidelines, qui étaient un copier-coller des nôtres. C'est bien. Par contre, malheureusement, ONU, ça n'a pas un succès fou au niveau applicabilité. Hein, donc, en parallèle, on a travaillé un Code of Conduct, donc un genre de standard au niveau européen, 2004, donc approuvé par les 5 agences majeures d'Europe. Et de ça, on en a dérivé un standard ISO, qui s'appelle ISO 24113. Je ne sais pas si vous êtes familier de ISO, mais vous ouvrez votre frigo, le yaourt est normalisé ISO. Je crois qu'il y a 35 000 normes ISO. Enfin, par contre, si vous allez acheter votre camembert chez le petit producteur, je vous recommande, vous connaissez, lui, il n'est pas ISO, mais par contre, il est meilleur. Quoi. Donc, quelque part, la notion d'un standard, ce qui est très important, c'est un standard ne marche que si vous décidez de l'appliquer.
Alors que si vous décidez de l'appliquer, ou que par exemple votre client vous dit je vous achète un satellite, mais je veux que votre satellite soit conforme à l'ISO 24113. À ce moment-là, ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, faites ce que vous voulez. Et donc il y a des pays, des rogue states, hein, notamment le Luxembourg, qui est célèbre en disant venez chez moi, moi je ne m'embête pas avec ça. Hein, et donc chez moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc ça, il y a des standards, il y a des guidelines, il y a des recommandations, il y a des trucs, et il y a une loi. Donc la France est le seul pays au monde à avoir une loi qui s'appelle la LOS, la loi portant sur les opérations spatiales, qui a été dictée en 2008, applicable depuis 2010, et on a vraiment des textes de loi qui régissent toutes les opérations spatiales tombant sous le coup de la France. Alors, tombant sous le coup de la France, ça veut dire notamment tout ce qui part du CSG, hein, du Centre spatial guyanais. Je rappelle qu'évidemment, c'est la France. Hein, donc, c'est soumis à la loi française. Et c'est une vraie loi. C'est-à-dire, vous plaisantez pas avec, vous devez l'appliquer. Si vous ne l'appliquez pas, vous avez des pénalités, vous ne pouvez plus lancer, etc. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est une activité sur laquelle on a beaucoup de travail. On a à la direction des lanceurs, on a une équipe d'une dizaine de personnes, et pareil à Toulouse sur les satellites, qui sont en charge de faire tous les dossiers de conformité des opérations, et donc d'approuver. C'est eux qui disent, oui, ok, on vous autorise à lancer. Alors ça, c'est très bien, c'est super, on a énormément de documents, malheureusement très très mal respectés, je vais revenir dessus un petit peu après. Ça c'est juste un diagramme que j'avais rajouté qui montre un peu la structure des différents documents au niveau des principes, des législations nationales et des normes et standards. Donc, ok, bon, ça je vais le passer. Deuxième possibilité, on peut se blinder. C'est-à-dire, donc, on peut mettre des blindages sur les satellites de manière à contrecarrer les effets des collisions. Donc là, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a des boucliers, on met des boucliers multicouches. Alors, c'est des couches successives de métal, Kevlar, il y a de la mousse, des trucs comme ça. Le principe étant que la première couche va casser le débris en sous-débris, la deuxième couche va casser les sous-débris en sous-sous-débris, etc. Puis à la fin, vous avez juste de la poussière qui vient s'étaler sur la paroi à protéger. Ça se teste très bien au sol. Il y a beaucoup de synergie avec les blindages de blindés militaires, hein, parce qu'évidemment, quand vous jouez avec ça, donc il y a des petits canons, je sais pas, un bonhomme a fait cette taille-là, c'est un truc qui a 3 fois la taille du bâtiment, hein, ici, et qui permettent de faire d'envoyer des particules à très haute vitesse sur des cibles. Voilà par exemple une particule qui perfore une cible de manière à voir à quoi ressemble l'impact. C'est un joli petit appareil photo avec 2 millions d'images à la seconde. Bon, on sait faire ces blindages-là. Malheureusement, ils sont efficaces à peu près jusqu'à 1 cm. Il faut bien comprendre que quand on passe de 1 cm à 2 cm, on multiplie l'énergie par 8. Donc il y a un moment, ça ne marche plus. Donc 1 cm, ça va. Mais ça veut dire donc qu'on n'a pas de solution entre 1 cm et 10 cm. En dessous de 1 cm, on peut se blinder. Au-dessus de 10 cm, on les voit, donc on peut les éviter. Entre 1 et 10, on ne les voit pas, et ils sont vachement dangereux, et on ne peut rien y faire. Okay, c'est la limite actuelle du catalogue. Alors de façon concrète, ces types de blindage, c'est quand même des trucs qui sont très lourds, très chers, qui ont énormément d'impact, par exemple sur la thermique d'un satellite. Il est clair qu'on ne peut pas mettre un blindage comme ça devant une optique de télescope. Okay, pas devant un panneau solaire non plus, pas devant un radiateur non plus, pas devant une antenne non plus. Bref, c'est quand même assez limité. Et donc l'un dans l'autre, en pratique, on le limite jusqu'aux modules habitables. Voilà les modules, par exemple, sur l'ISS. Les modules, alors est-ce que ça c'est Columbus, je pense. Et où on voit ça, c'est pas la paroi du module, ça c'est bien la paroi externe du multicouche qui protège la station. En pratique, donc, non, on blinde, mais que l'ISS ou des trucs de genre là. Après, on peut éviter les collisions. Alors, le principe, c'est facile, c'est donc j'ai mes catalogues. Mes catalogues, si vous vous amusez à les regarder dans le catalogue, vous verrez que chacun des 22 500 objets est repéré par son petit nom, la date de lancement, le pays qui l'a lancé, d'ailleurs c'est souvent faux, bon, ok. Et puis les paramètres orbitaux, tous les paramètres orbitaux, hein, donc les 6 plus la date de détermination des paramètres orbitaux, ce qui vous permet de faire une propagation de cette orbite pour savoir où l'objet va être le lendemain et le surlendemain. Et vis-à-vis de votre satellite, savoir si par hasard il y a un risque de mauvaise rencontre.
Donc on peut, en faisant, wow, pardon, on peut, en propageant dans le temps les orbites des objets catalogués, on peut faire une identification des risques de rapprochement. Et puis, alors après, dès qu'on a un risque de rapprochement, on peut appeler tel ou tel radar ou télescope à l'aide pour dire, attendez, je vois un truc, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a un risque? Les incertitudes commencent par être très grandes. On sait où est l'objet à 500 mètres près. Donc forcément, quand vous avez un machin qui fait 10 cm et que vous savez où il est, mais à 500 mètres près, on a des taux de fausses erreurs qui sont phénoménaux. On est à 99,999%. Donc on regarde avec nos radars, on regarde, et si réellement le risque est avéré, alors on manœuvre. Ça permet d'éviter la perte d'un satellite opérationnel. Ça, c'est une activité fondamentale au C2O, Centre d'orbitographie opérationnelle du CNES à Toulouse, où là, il y a une équipe d'une douzaine de personnes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui sont là juste pour protéger une autre centaine de satellites. Mais pour donner une idée, par exemple, cette équipe, en 2020, ils ont reçu plus de 3 millions d'alertes de conjonction. 3 millions, ça veut dire une toutes les 15 secondes. Ça donne une idée quand même du schéma là-haut. Toutes les 15 secondes, juste sur nos satellites, hein, toutes les 15 secondes, on a une alerte de rapprochement qui nécessite un traitement mathématique, tout le filtrage qui va bien, de manière à vérifier s'il y a réellement un risque. Bon, c'est un outil. Évidemment, on fait ça avant chaque vol depuis Kourou. C'est une activité qui est très, très importante au niveau mondial. Bon, je n'ai pas du tout le temps de vous en parler aujourd'hui, j'en suis désolé, mais c'est tout ce qu'on appelle le Space Traffic Management, c'est-à-dire l'ensemble de la réglementation qui pourrait s'appliquer au niveau international de manière à dire je venais de gauche et j'ai priorité, quoi. Ça, ce genre de règles, ça n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Et Space Traffic Coordination, des trucs tout bêtes qui sont, je sais qu'il y a, j'ai un risque de collision avec un satellite OneWeb. Il faut que je discute avec le gars de OneWeb. Quel est son numéro de téléphone? C'est où? Donc, quelle est la coordination? Je dis ça en rigolant, mais par exemple, il y a eu un risque de collision entre Starlink 33 et un très beau satellite de l'ESA qui s'appelle Aeolus. C'est un gros laser, un petit satellite qui vaut 1,5 milliard. Quoi. Et jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas réussi à se connecter, à communiquer et à dire attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bouger et autres. Et juste 3 quarts d'heure avant, donc une demi-orbite avant la collision, les collègues de l'ESOC, donc Oliver Krog, a décidé de bouger l'orbite de Aeolus. Voilà. Donc ça, juste par manque de coordination, manque de connaissances, ils auraient pu se donner leur propre. Et là, derrière ça, Elon Musk a juste dit ah ouais, parce que les piles de mon pager étaient HS. Ouais, bon, okay. Donc, piles de son téléphone portable étaient HS. Bon, l'ISS manœuvre 4 fois par an. En moyenne, on a une manœuvre, voire 2 par satellite en orbite basse dans le monde par an. Mais retenez, et ça marche que si l'un des deux satellites, si l'un des deux objets est manœuvrant. Or, il n'y a que 15% de collisions avérées qui mettent en œuvre un des deux qui est manœuvrant. Généralement, c'est débris contre débris, et là, on n'y peut pas grand-chose. Okay, donc c'est une très bonne, c'est quelque chose qui est très important, qui est vraiment fondamental sous ces volets STM, STC, mais c'est pas ça qui va protéger, c'est pas ça qui va garantir la pérennité de l'évolution de l'espace dans le futur. Mais alors ça, je suis désolé parce que il y a un son, j'aime bien les vidéos, mais il y a du son et j'ai peur qu'il passe pas. Mais donc, c'est le système d'évitement de collision de l'US Air Force. Hein. Ça se rapproche, chef. Ouf, on l'a évité. Alors, si vous essayez de postuler au C2O à Toulouse, c'est moins bien que ça. Hein, mais c'est bien ça le boulot. Et effectivement, il y a du boulot au C2O à Toulouse sur ces activités. Hein, n'hésitez pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Pour ça, on a plein de radars. Il y a tout un réseau international mené par l'US Spacecom, donc militaire, hein, qu'on appelle le Space Surveillance Network, qui est composé de 29 senseurs divers et variés, télescopes et radars, répartis un peu partout sur Terre. C'est ça qui permet de donner
le catalogue spatial dont on parlait. Une bonne couverture de toutes les orbites, mais avec des dispersions qui sont quand même très élevées. Donc ils viennent d'opérer un tout nouveau radar qui s'appelle le Space Fence à Kwajalein, qui a quand même coûté 1,5 milliard de dollars, et qui est censé normalement descendre le seuil de catalogage. Au lieu de 10 cm, on devrait pouvoir descendre à 5 cm. Malheureusement, on ne va rien gagner en précision orbitale, parce que pour qu'on gagne, il en faudrait 2. Sinon, vous voyez juste un objet qui est plus petit que d'habitude qui passe, mais vous n'avez pas plus de précision au niveau des éphémérides. Donc, voilà les moyens français, on a des beaux moyens français, notamment on a un très beau radar que le monde nous envie, qui s'appelle le GRAV, Grand Réseau Adapté à la Veille de l'Espace, qui est un radar bistatique, Dijon et Plateau d'Albion. Alors c'est un super radar qui voit tout ce qui passe d'une certaine taille dans une sphère de rayon 1500 km. Mais malheureusement, donc 1500 km, allez, je vous le fais comme ça veut dire qu'il ne voit pas ce qui est, à l'extérieur. Et donc pour le moment, c'est un bel outil, mais qui ne nous permet pas d'avoir un catalogue complet des objets. Donc pour le moment, il y a une activité très importante au niveau européen pour essayer de bâtir nos propres moyens pour avoir un catalogue complet. À titre d'exemple, les radars français ne voient pas 90% des objets français dans l'espace. C'est facile, c'est parce que c'est tous les étages Ariane qui sont à 5 degrés de latitude. On ne les voit pas. Hein, tous les GTO, etc., on ne les voit pas. Observation optique, celle-là j'aime bien. Bon, il y a un petit peu trop de lumière, mais vous les regarderez calmement. Donc ça, c'est, on filme dans une direction donnée, en direction d'une zone en géostationnaire. Ce qu'on voit, bien sûr, les zébrures ici, c'est les étoiles qui défilent dans le temps de pause. Okay, et ce qui ne bouge pas, c'est les satellites géo. Géostationnaire, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais il y a des points comme ça. Et ça, c'est donc les satellites géo. Alors, ce qui est amusant, c'est une activité qui devient de plus en plus à la portée d'amateurs éclairés, parce que les télescopes ont fait des progrès phénoménaux. Maintenant, on peut avoir un 30-35 cm pour une bouchée de beau pain, hein, disons. Puis après, on a des caméras CCD, mais même rien que les portables ou autres, qui permettent de faire des analyses formidables. Et tous ceux qui se sont essayés à cet exercice-là disent qu'ils voient 2 à 3 fois plus d'objets en géostationnaire qu'il n'y en a dans le catalogue. C'est ça, quand même. Donc il y a toute une population géostationnaire insoupçonnée, non cataloguée. Alors c'est quoi? C'est du militaire, c'est des fragments, c'est des morceaux de protection thermique, on ne sait pas, mais il y a un bestiaire en géostationnaire qui est très très important. Et pour la petite histoire, donc il y a des missions satellitaires de reconnaissance de cette zone-là qui sont en cours d'étude. On enverrait un CubeSat, un gros CubeSat avec un télescope, faire le tour de tout Géo pour filmer ce qu'il voit, et essayer de compléter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer d'éviter une collision. Alors ça, c'est un truc amusant. C'est ce qu'on appelle JCA, Just in Time Collision Avoidance. Le principe du truc, c'est je sais que je vais avoir une collision dans 48 heures. Alors, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est évidemment la probabilité d'avoir une collision dépasse le seuil d'acceptabilité, etc. Collision entre deux gros objets non manœuvrants, je ne peux rien faire. Ah si, et si j'essayais de modifier très légèrement l'orbite de l'un des deux? Alors très légèrement, ça veut dire quoi? On voit que rien que changer la vitesse de 4 mm par seconde, 24 heures avant la collision, ça me donne une marge à la collision de 1 km. Et donc 4 mm par seconde, 3,6 en réalité, 4 mm par seconde sur un objet qui se déplace à 7500 mètres par seconde, c'est 3 fois rien, il suffit de souffler dessus. Et donc on a étudié plein de trucs, donc on a un très beau brevet avec Bertin sur, on souffle dessus, donc on a un concept où on émet un panache d'atmosphère artificielle devant l'un des deux débris, ça le freine très légèrement, ça suffit. Et ça, ceux que ça amuse, il y a une vidéo qui est très très belle, mais qui est trop longue pour passer ici. Voilà, ou bien sinon, on peut tirer dessus au laser. Alors le laser va donc, c'est des lasers pulsés, qui va déposer énormément d'énergie jusqu'à la surface, vaporiser très légèrement la surface, et ce petit dégazage, ce petit panache de plasma, agit comme un moteur fusée. Et ça suffit pour éviter une collision.
Vous voyez, donc, et ça, donc le laser, il peut être en orbite, ou bien il peut être au sol. Donc c'est une activité qui a énormément la cote en ce moment, sur laquelle on travaille beaucoup, hein, notamment parce que ce serait une très bonne solution à court terme. Le développement serait vraiment pas cher, parce qu'on a toutes les technos. On appelle le système permettant d'envoyer ça, c'est pas un système orbital, c'est juste une fusée sonde. C'est un peu plus gros que vos fusées ici, mais il faut juste culminer à la bonne altitude et le tout retombe tout de suite. Donc on n'orbite rien, c'est juste placer un nuage de gaz devant un des deux objets. Oui. Je vous propose qu'on centralise les questions à la fin, d'accord? Si vous la gravez, vous la notez, et je vous promets, je réponds, ok? Sinon, il y a l'activité qui est très célèbre, qui maintenant se déroule depuis une quinzaine d'années, qui est ce qu'on appelle Active Debris Removal, le retrait actif de débris. L'idée du truc, c'est, on montre que pour stabiliser l'environnement, donc arrêter mon exponentielle, stabiliser l'environnement, il faudrait aller retirer 10 gros objets par an. Alors 10, c'est contre-intuitif. On se dit, il y a 30 000 objets là-haut, il suffit d'en retirer 10. Ça suffit. Alors évidemment, c'est les 10 les pires, hein, les plus gros, les plus dangereux, les plus mal placés. À ce propos, on vient de faire une très belle publication dans Acta Astronautica avec la liste des 50 à traiter en priorité. Voilà, voilà l'exemple d'une étude NASA qui était très optimiste à nouveau. On arrête de lancer, tout se passe bien et tout. On regarde comment ça se passe, donc évolution telle qu'on l'a vu précédemment, exponentielle. Maintenant, je fais la même chose, mais en plus, je retire 2 objets par an à partir de 2020. Ah, j'ai la trace bleue ici. Je retire 5 objets par an, toujours à partir de 2020. Et la trace verte ici, bon, je vois que je monte encore un peu. En plus, l'étude était un tout petit peu vieille. Donc aujourd'hui, on dirait plutôt 10 gros débris par an. Voilà. Donc l'idée, donc c'est très largement confirmé au niveau international, c'est un très très beau sujet, Active Debris Removal. L'idée, c'est, mais comment est-ce qu'on fait? On a eu un mal de chien à les envoyer là-haut, maintenant il faut les redescendre, hein, donc avec toute l'énergie que ça représente et tout. Donc ça, techniquement, on se rend compte qu'il y a plein de solutions. Alors ça, je vous invite à bien y réfléchir, on n'a pas une solution miracle, hein, et il se crée probablement une start-up sur le sujet toutes les semaines, avec des idées. On n'a pas trouvé l'idée géniale, hein, donc n'hésitez pas, il y a de la place pour vous, il y a plein de startups qui travaillent là-dessus, il y a plein de solutions techniques. On a beaucoup de solutions qui ressemblent à de la pêche au gros, hein, donc avec des filets, des harpons, des grappins. On a des trucs qui sont assez rusés, avec une laisse électrostatique. J'ai mon chasseur ici qui doit capturer le débris ici. Le chasseur émet un faisceau d'électrons. Donc le débris se charge en négatif, le chasseur se charge en positif, donc il se rapproche. Et donc le chasseur est équipé de petits propulseurs électriques de manière à garder en boucle fermée une distance constante, donc c'est une laisse virtuelle, et qui marche vachement bien, parce qu'il n'y a pas de contact sur le débris. Le débris, il peut être en train de tourner sur lui-même, c'est pas grave, ce qui compte, c'est la masse ici, et donc on tire. Et ça marche très bien en géostationnaire. Hein, par exemple, il y a alors une start-up qui démarre là-dessus à l'université de Graz, ensuite au master qui s'appelle Space Tech, où ils ont trouvé que c'était quand même pas idiot qu'ils allaient travailler ça. Il y a des idées à nouveau de nettoyage avec un laser. Donc ça, pour la petite histoire, c'est amusant parce que j'avais préparé l'idée avec un collègue à l'école polytechnique, et donc on se voyait tout le temps, on s'excitait comme des gamins avec le fait que oui, on pourrait tirer comme ça et tout. Et autres, on a posé un beau brevet, et Paquepot, lui, il a eu le prix Nobel de physique. Okay. Et Gérard Mourou. Et depuis, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Donc, on a bien le brevet. L'idée est toujours valable, mais ça fait 4 ans que j'ai pas entendu parler de lui. Sinon, il y a plein d'idées. Alors, il y en a une qui a beaucoup la cote ici. C'est la notion de Hadrios, un Clear Space, d'une start-up et maintenant de l'EPFL, où ils ont une mission qui est financée par l'ESA, financée 80 ou 100 millions d'euros quand même, pour aller rechercher un morceau de Vega en 2025. Ça, c'est quelque chose à suivre de près. Ça va être la première vraie mission pour aller chercher un vrai débris. Alors, c'est bientôt fini. Hein. Il me reste 2 pages, je crois.
l'un des problèmes là-dedans, c'est, évidemment, là j'ai parlé technique. Le problème n'est pas que technique. Le problème numéro 1, c'est où est le fric, hein? Qui va payer pour ça, hein? Il n'y a pas comment est-ce que je fais un business pour ça. Donc les ordres de grandeur, c'est si je veux aller chercher un vieil étage d'Ariane, 1, 2, 3, 4, par exemple, en orbite, ben, j'ai vu qu'on a fait plein de travaux avec Airbus et TAS, on a vu que ça nous coûterait entre 10 et 20 millions d'euros. Okay, mais l'étage, quand on l'a fabriqué, quand il était neuf, il valait 10 millions d'euros. Donc voilà, donc je suis obligé d'aller dépenser. C'est comme une voiture que j'achète à 20 000 euros, et pour la mettre à la casse, il faut que je paye 40 000. Donc il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Donc on se creuse la tête pour savoir comment ça pourrait être financé. Et on a 5 schémas, donc je ne vais pas les détailler, j'ai malheureusement pas trop le temps. Premièrement, une conscience internationale. On est tous dans la même galère, ben on paye tous. Hein. Chacun paye proportionnellement son truc. Donc un premier programme spatial global, on appelle ça ONUSAT, où chacun partage les coûts et tout. Bon, c'est naïf, parce qu'avant d'arriver à faire payer un Russe, faut être fort. Et d'ailleurs, quand on a commencé à discuter de ça, les Russes ont dit ouais, c'est une super idée, c'est facile, il suffit de nous passer l'argent et on va le faire. Et donc évidemment, ça partait mal. Secondo, il peut y avoir des missions ciblées pour leur intérêt économique. Là, on en voit fondamentalement deux. Premièrement, l'orbite géostationnaire, donc unique, vous vous souvenez, avec juste, c'est un collier de perles, ou c'est plutôt un ensemble de places de parking. Et ces places de parking, elles sont très chères parce qu'elles sont uniques. Donc si vous avez une épave sur votre place de parking, pas de bol, vous ne pouvez pas vous en servir. Et donc ça, c'est une perte de revenus qui est phénoménale. Donc vous êtes prêt à payer pour un véhicule qui viendra nettoyer votre place de parking de manière que vous puissiez vous y mettre à la place. Un beau satellite géostationnaire, aujourd'hui un beau gros satellite géostationnaire, ça génère 100 millions d'euros de bénéfices par an, pour se donner une idée. Donc ben là, ils seraient prêts à payer 10 ou 20 millions d'euros pour qu'on dégage leur place. Donc si vous avez une idée qui permet, pour moins de 10 à 20 millions d'euros, parce que vous voulez faire du bénéfice quand même, d'aller dégager ça, ça marche. Et ça, par exemple, c'est la solution avec la laisse virtuelle, électrostatique, ça marcherait très bien. Une solution également à base de laser, enfin, il y a des solutions là-dedans. Voilà le genre de premier sujet sur lequel il peut y avoir un vrai business, parce qu'il y a un demandeur et un fournisseur, avec un retour sur investissement et tout le truc. C'est un peu pareil pour les méga-constellations. Par exemple, OneWeb est implanté à 1200 km d'altitude. 1200 km, ça veut dire que s'il tombe en panne là-haut, il y est pour 2000 ans. Et donc pendant 2000 ans, il va y avoir un satellite mort qui va se balader au milieu de la constellation opérationnelle et embêter tout le monde. C'est-à-dire il faudra slalomer toujours. Donc l'idée, c'est si j'ai un satellite mort là-haut, il faut aller le chercher et le redescendre. Donc là, OneWeb, par exemple, est prêt à payer une société pour aller nettoyer leur orbite. Et donc, il y avait, dernière nouvelle, il y avait 3 startups qui étaient sur les rangs. Il y avait D-Orbit, il y avait Astroscale et Airbus, une petite startup. Alors, ça, c'est crédible. Malheureusement, c'est un petit peu limité, parce que c'est vraiment le CK de géo et de très haute altitude. Est-ce que ça suffira pour se faire la main au niveau des opérations et vraiment diminuer tout ce qui est coût de réalisation, coût d'opération et autres? Peut-être. Ça, c'est à suivre. Sinon, alors l'idée que tout le monde a, toujours, c'est facile, il suffit de lever une taxe. Il suffit de faire payer. Donc, on a besoin d'argent, on lève une taxe. Et donc, l'idée, c'est, par exemple, on identifie pour chaque opérateur les opérateurs qui ne respectent pas la réglementation internationale. Et on vous avait dit 25 ans, vous êtes là-haut pour 60 ans, mais vous devez à la communauté 60 moins 25 fois le coefficient qui va bien. Okay. C'est pas mal, mais ça veut dire donc qu'il faut une police, il faut inventer un flic, et très franchement, avant d'avoir un policier chinois qui va taxer Elon Musk, bon, il faut qu'il soit quand même un peu solide, quoi. Donc ça marche pas directement comme ça. Sauf si on dit, c'est peut-être les assureurs. Donc l'idée, c'est, vous prenez une assurance, ben très bien, ben on vous fait payer 10% plus cher avant le lancement. Hein, okay, donc, et oui, la vie est dure, mais vous payez 10% plus cher. Par contre, si vous êtes propre, on vous rend vos 10%, voire même, on vous met un premium, on vous rend 15%. Donc c'est incitatif, vous avez tout à fait intérêt à le faire. C'est génial, ça marche très bien, les assureurs sont tout à fait d'accord. Malheureusement, en orbite basse, il n'y a que 5% des satellites qui sont assurés.
Donc, évidemment, Starlink ne s'assure pas auprès de Mars. Donc, développement de l'activité SpaceTug. Alors ça c'est très important. Ce qu'on appelle SpaceTug, c'est un sujet qui traîne depuis des années, mais qui est vraiment très moderne maintenant. C'est le SpaceTug, c'est la camionnette Darty. Donc le lundi, ça va réparer un satellite. Le mardi, ça va en remplir un autre. Le mercredi, ça va déplacer un satellite d'un point à un autre. Le jeudi, il va inspecter un autre, etc. Puis le dimanche, quand même, puisqu'il est propre, il se désorbite. Et là, ce qu'on lui dit, quand tu te désorbites, récupère le débris le plus proche de chez toi et tu te désorbites avec. Et donc finalement, la désorbitation devient quelque chose qui est marginal dans la mission. Et si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé du dessin qui était en bas, à droite, de Adrios, de l'étude ESA menée par la start-up qui s'appelle ClearSpace, c'est exactement ça. Et Adrios veut dire Active Debris Removal in Orbit Servicing. Et donc l'ESA finance une mission qui doit démontrer, certes, le retrait actif de débris, mais surtout également l'aptitude à toutes les fonctions de servicing en orbite. Donc ça on a beaucoup d'espoir là-dedans. Bon, je ne décris pas le cinquième parce que je n'ai pas le temps. Il y a pas mal de barrières politiques. Il y a c'est proche d'activités militaires. Hein. Si vous êtes capable d'aller retirer un de vos vieux débris d'orbite, vous êtes capable d'aller retirer un de, pas à vous, pas débris. Voilà. Et donc là, pas mal de problèmes légaux, le problème d'assurance. Je n'ai pas le droit d'aller retirer un débris soviétique, russe. Et on se rend compte que même si le russe signe que si, vas-y, je t'y autorise, si quand je redescends, j'ai une collision avec un japonais, je vais dire, attendez, moi je faisais mon possible, moi gentil européen, je vais essayer de nettoyer l'espace, mais c'est moi qui suis responsable, ou c'est le russe, ou est-ce que c'est le japonais, ou est-ce qu'on a des torts partagés, et ça, il n'y a pas de loi pour le moment, il n'y a pas de règles, donc on y travaille pas mal là-dessus. Les problèmes d'assurance également. Donc il y a beaucoup d'actions en cours au niveau d'un très gros groupe de travail, au niveau de l'IAA, IAF. Ouais, 2 mots sur le recyclage. On a regardé si on pouvait recycler quelque chose. Je vous la fais court, non. C'est bête, c'est simplement, ça ne vaut pas la peine de recycler parce qu'il n'y a pas assez de débris. C'est fou. Il n'y a pas assez de débris en orbite pour que l'activité vaille la peine. Bon, en conclusion, quelques inquiétudes. Premièrement, un respect très médiocre de la réglementation internationale. Si je regarde les satellites Léo, donc au niveau de la réglementation en matière de 25 ans, passivation, etc., si je regarde les missions en orbite basse, grosso modo, 2/3 le respectent. Si je creuse un petit peu mieux, c'est facile, il y a plein de satellites qui sont à moins de 600 km d'altitude, des CubeSats, des trucs comme ça, et qui donc naturellement vont rentrer en moins de 25 ans. Bon, très bien, mais vis-à-vis des autres, donc ceux à plus de 600 km, voilà, il n'y en a plus que 17% qui font quelque chose, qui se désorbitent. Et là, si je regarde les satellites un petit peu sérieux, c'est-à-dire les 100 kg ou plus, mais là, il n'y a que 6% des satellites qui respectent les clés. Autrement dit, là, on a un vrai problème ça fait 25 ans qu'on rabâche les mêmes choses. Enfin, moi, je bosse là-dessus depuis 87. Hein. Puis 87, on rabâche les mêmes choses, il faut être propre, il faut descendre, etc. Et personne ne le fait. Ça c'est vraiment un gros souci. On a énormément de fragmentation en orbite encore aujourd'hui. Deuxième truc, il y a une très grande profusion de CubeSats, voire beaucoup plus petits. Déjà, les CubeSats, c'était pas gros, vous connaissez, vous en faites peut-être à l'IPSA. Hein, oui, super, c'est bien. 10 sur 10 sur 10, c'est la norme, voilà. Mais maintenant, on a trouvé encore plus petits. Hein. Par exemple, il y a les Space Bees qui font 0,25 U, donc c'est 2 cm 5 sur 10 sur 10. Alors déjà, eux, on n'arrive plus à les voir au niveau des radars. Évidemment, ils n'ont pas d'ergol, ils n'ont pas de propulsion à bord, donc ils sont totalement incapables d'éviter des collisions. Généralement, ils sont en panne, souvent dans le lanceur, c'est-à-dire avant même d'avoir été séparés, ils sont déjà en panne. Donc, bon, ça, c'est quand même un... Alors, c'est génial pour se faire la main et pour innover, etc. Mais bon, c'est quand même, ça pose un problème. Et enfin, les méga constellations de satellites, des milliers, des dizaines de milliers de satellites prévus dans les années à venir. Le truc, c'est qu'on discute très bien avec eux, on interagit très bien avec eux, ils sont très conscients de ces problèmes, ils sont très demandeurs qu'on leur explique bien quels sont les problèmes et tout. Quelqu'un comme Elon Musk, sur lequel on a une aptitude à taper
avec virulence, mais il est remarquable au niveau de sa constellation Starlink, elle est vachement bien faite, parce qu'elle est à très basse altitude, donc elle ne dérange personne au niveau des risques de collision, et s'il tombe en panne, il redescend naturellement en moins de 5 ans, il a un design for demise qui garantit qu'il n'y a rien qui impacte le sol, bon, quand même, il est, de ce point de vue-là, il n'est pas justifié du tout de le pointer du doigt en disant « Ah ouais, les débris, regardez, Starlink », c'est pas justifié du tout. Néanmoins, si on rajoute des centaines de milliers de nouveaux objets, on a intérêt à... Bon, et puis il y a le nouveau radar Space Fence dont je vous parlais. Mais donc, en conclusion, je dirais, s'il y a une bonne prise de conscience générale, globale, rapide, mondiale, ben ça se passera très bien. J'ai pas dit sinon on verra. Ok, bon, celle-là, je vais la sauter. Si vous voulez en savoir plus, on a pondu au niveau de l'IAA un Situation Report qui date de 2016, mais qui est encore très bien, et qui expose tout ça très bien d'un point de vue quand même un petit peu professionnel. C'est free, c'est téléchargeable. Voilà. Et sinon, j'ai honte, mais surtout, j'ai un excellent bouquin que j'ai écrit en 2016. N'hésitez pas à le compulser, bien évidemment. Voilà, merci de votre attention. J'en profite juste pour faire une page de pub pour un valeureux IPSA 2007, qui est remarquable, très brillant, qui s'appelle Stéphane Kerry, qui a eu une carrière super, il a fait un doctorat derrière, et c'est un de ceux avec qui on travaille énormément pour tout ce qui est GNC, guidage, navigation, pilotage. C'est lui qui est aux manettes de notre Grenouille, qui est un démonstrateur d'atterrissage automatique. Et il fait une très belle conférence avec mon collègue Badr, une très belle conférence à 3AF, donc ne la ratez pas, c'est l'exemple de l'IPSA qui gaze. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Ça allait, le son, tout était... Bah, c'est formidable. Alors, du coup, il y a pas mal